Nos invités en plateau ce soir pour débriefer cette allocution. Bruno Cotresse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue et chercheur au CEVIPOF. Jean-Philippe Moinet est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Philippe, vous êtes politologue et directeur de la Revue Civique. Serge Simineau est également avec nous. Bonsoir Serge. Bonsoir Alexandra. Journaliste au service politique de France Télévisions. Et Younes Belfalla, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Université Paris 8 et spécialiste du Moyen-Orient. Mais d'abord, une réaction politique en direct, si vous le voulez bien. En Skype, on va retrouver Thomas Porte, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur France Info. Qu'est-ce que vous retenez du discours du président de la République ? Qu'il n'a pas eu de parole à la hauteur de la situation, et notamment sur la question de l'urgence à avoir un cessez-le-feu. La France doit faire entendre la voix de la paix dans ce moment terrible. Et si tout le monde partage l'indignation suite aux crimes de guerre commis par le Hamas, aux images terribles qui circulent depuis plusieurs jours, je regrette que le président de la République n'ait pas eu un mot pour les 2 millions de Gazaouis qui sont aujourd'hui victimes d'un siège qui est contraire au droit international, qui sont affamés par l'État d'Israël, qui sont privés d'eau, privés d'électricité, où on a le ministre de la Défense qui les compare à des animaux. Le président de la République aurait dû condamner les crimes de guerre qui sont en train d'être faits à Gaza par le gouvernement israélien, et il aurait dû demander, le président de la République n'a pas prononcé une seule fois le mot cessez-le-feu. Il faut un cessez-le-feu immédiat, et il faut aussi un corridor humanitaire, ce que demande aujourd'hui l'OMS, ce que demande l'ONU, pour permettre d'évacuer celles et ceux qui sont blessés. On a des dizaines de milliers de tonnes de bombes qui sont tombées sur Gaza, une prison à ciel ouvert où des civils sont massacrés. Le président de la République n'a pas eu un mot pour ces gens-là, c'est irresponsable. Thomas Porte, Jean-Philippe Moinet, sur ce plateau, vous posez une question. Oui, que pensez-vous des propos d'Alexis Corbière qui, sur cette antenne, disait tout à l'heure que les mots du président de la République étaient la hauteur de ce qu'il fallait dire, je le cite. Et pourquoi n'avoir pas prononcé le mot terrorisme dans les 2 minutes que vous avez eues concernant l'acte innommable de Hamas? Moi, je suis là pour réagir aux propos d'Emmanuel Macron et pas ceux tenus par mes collègues. Alexis Corbière a eu ces mots sur la première partie de l'intervention d'Emmanuel Macron et sur l'idée que nous étions tous frappés et sidérés par l'horreur des crimes de guerre commis par le Hamas. Mais nous n'avons pas l'indignation sélective et nous considérons qu'une vie d'un civil palestinien, elle vaut autant que la vie d'un civil Le israélien. président n'a pas condamné... Et si on veut aujourd'hui que tous les otages français ou de toute nationalité soient libérés, ça passe d'abord par un cessez-le-feu. Il faut arrêter ce massacre en cours à Gaza et il faut retrouver le chemin de la paix. Vous n'avez et toujours la pas France, employé le mot avec terrorisme. une action diplomatique. Thomas Mais Porte, écoutez, pardon, je vous pose une question. écoutez- Vous dites effectivement que le président de la République n'a pas condamné l'offensive israélienne à Gaza. Il a malgré tout rappelé qu'Israël ne devait pas toucher aux civils palestiniens. oui, mais il n'a pas condamné le siège de Gaza, qui est contraire au droit international. L'ONU a rappelé, par la voix de ses différents porte-paroles, par le secrétaire général de l'ONU, que mettre en état de siège la bande de Gaza, priver d'eau, d'électricité des populations civiles, est contraire au droit international. Aujourd'hui, nous savons que les bombes tombent sur des civils. C'est faux de dire que simplement sont ciblés les endroits où le Hamas pourrait stocker des bombes, des roquettes ou des combattants. On voit les images des hôpitaux, des salariés de l'ONU sont décédés sous les bombes de l'État d'Israël. Donc il faut condamner les crimes de guerre des deux côtés. Et surtout, je le redis, historiquement, la position diplomatique de la France était celle de porter la voix de la paix et d'exiger la solution à 2 États. Il l'a rappelé d'ailleurs. Il l'a rappelé. Le président l'a rappelé. Que c'était la position de la France. Il était temps, puisqu'Emmanuel Macron n'avait pas eu un mot sur ce sujet depuis qu'il a été élu président de la République. Mais encore une fois, aujourd'hui, ce ne sont pas des mots, ce sont des actes. Et va-t-on regarder les civils de Gaza être massacrés par l'armée israélienne? Est-ce qu'on va regarder ce carnage se dérouler devant nos yeux? Ou est-ce qu'enfin, il va y avoir des propos très forts pour condamner ce que fait l'État d'Israël, retrouver le chemin de la paix et permettre à la population israélienne, à la population palestinienne de vivre en paix et d'avoir chacune un État, comme c'est prévu par le droit international, qui est piétiné depuis des années. Thomas Porte, Serge Simineau veut vous poser une question. Oui, bonsoir Thomas Porte. On le voit bien que ce conflit a déjà des conséquences en termes de politique intérieure. Le président de la République vous a réservé quand même à la France Insoumise un régime de faveur en vous ciblant à plusieurs reprises. 2 phrases, est-ce que vous les avez prises pour vous? Ne menons pas chez nous des aventures idéologiques par imitation ou par projection. N'ajoutons pas par illusion ou par calcul des fractures nationales ou internationales. Est-ce que ce règlement de compte de politique intérieure avait, selon vous,
sa place dans cette allocution? Est-ce que vous vous êtes senti réellement ciblé? Moi, je ne me suis pas senti ciblé par les attaques d'Emmanuel Macron. Il suffit de regarder ce que j'ai écrit, ce que j'ai dit, ce que nous avons dit depuis le début. Nous avons condamné dès le départ les crimes de guerre du Hamas. Et je crois que la situation, elle n'est pas à des polémiques politiciennes. Elle est simplement à savoir comment on sort de cette situation, comment on fait en sorte qu'il n'y ait plus de victimes. Il y a plus de 1000 victimes de chaque côté. Ça va continuer à s'alourdir, notamment du côté palestinien, si on continue à laisser faire l'armée israélienne. Donc la voix du président de la République, elle est celle de la paix. Et je regrette très sincèrement ce soir qu'Emmanuel Macron n'ait pas prononcé cette phrase, qui est celle de demander un cessez-le-feu immédiat, que les armes arrêtent de parler, qu'on retrouve le chemin de la paix, que tout le monde puisse vivre dans son État, et enfin que les Palestiniens aient droit à leur État, ce qui leur est refusé, alors que le droit international l'impose depuis des années là aussi. Thomas Porte, une dernière question. Vous êtes député La France Insoumise en Seine-Saint-Denis. Il y a une forte communauté musulmane en Seine-Saint-Denis. Le président de la République a eu des mots pour les juifs et pour les musulmans aussi dans son allocution ce soir, disant qu'il ne fallait pas faire d'amalgame en France. Est-ce que vous sentez, vous, en Seine-Saint-Denis, une importation du conflit d'une façon ou d'une autre? Mais qui fait des amalgames? Nous n'avons fait aucun amalgame. Et la question du conflit israélo-palestinien, je le dis ici parce que trop souvent, le débat est dévoyé. La question du conflit israélo-palestinien n'est pas une question religieuse. C'est pas une question religieuse. C'est une question politique de respect du droit international, de garantir à chaque État, Israël et la Palestine, d'avoir un État. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et moi, en Seine-Saint-Denis, je ne vois pas d'importation du conflit ou d'autres formules qui sont évoquées par le président de la République. Les gens sont inquiets sur la situation, sont inquiets de ce qui se passe effectivement en Palestine, mais tout le monde souhaite que Israël est un État et souhaite que la Palestine est un État. Merci beaucoup Thomas Porte d'avoir réagi en direct ce soir sur France Info. On va revenir évidemment sur la polémique politique autour de tout cela, mais d'abord je voudrais avoir votre avis sur cette allocution. Petit tour de table pour commencer, Jean-Philippe Moinet. Qu'est-ce que vous retenez, vous, la prise de parole du président? Oui, merci. Je retiens que, comme disait Albert Camus, mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Et certains ajoutent au malheur du monde, on l'entend à l'instant, en ne nommant pas les choses. Et le président de la République a pris du temps, 6 jours pour s'exprimer. Le président américain a été plus rapide, mais il a nommé les choses très fortement. Je citerai la première phrase, l'attaque terroriste sans précédent. Et on est dans une période historique où une attaque a touché Israël sans précédent depuis sa création, depuis 1948, sur son sol, avec, dit le président de la République, une haine meurtrière aveugle. Il a employé 6-8 fois le mot terrorisme, qu'on n'a pas entendu une fois de la part du député de la France Insoumise qui vient de s'exprimer. Et il rappelle une chose importante. Il dit: nous savons dans notre chair ce que veut dire le terrorisme. Et donc, ça veut dire quoi, ce qu'a dit le président de la République? C'est qu'il y a encore quelques années, un fameux 13 novembre, 90 morts dans une salle de concert. Là, il y a eu 200 morts dans un festival, 1000 morts civils, femmes, enfants, personnes âgées, qui ont été ciblés, massacrés. Et donc, il le dit, et il dit, le Hamas est un mouvement terroriste. Il le dit plus d'une fois, ils veulent la destruction, dit-il, du peuple d'Israël. Ils utilisent de manière cynique le peuple de Gaza. Et je reviens juste sur cette phrase qu'il a dite, que votre sujet tout à l'heure a ouvert cette séquence qui est la vôtre. Ceux qui confondent l'aspiration palestinienne et le terrorisme commettent une faute morale, politique et stratégique. Et donc, il y a des gens qui cherchent à amalgamer, et c'est le cas de la gauche, une partie de la gauche radicale et de l'extrême gauche NPA, amalgamer le Hamas avec le peuple palestinien. Or, on sait que le Hamas, depuis 2007, a pris le pouvoir avec une violence inouïe contre les démocrates et laïcs palestiniens. D'abord, pour prendre le pouvoir à Gaza, et ensuite a fait subir une sorte de dictature tyrannique islamiste, dont les méthodes, on l'a vu, ressemblent à celles de Daesh, à Gaza, qui est la victime aussi. Les Palestiniens sont victimes du pouvoir, pas comment le qualifier, tyrannique du Hamas. Et donc certains veulent amalgamer et veulent aveugler les Français sur cette réalité. Et le président, je trouve, a été clair en nommant les choses. Après, il y a eu un autre volet qu'on pourra évoquer, des intentions d'unité et de paix qu'il a voulu mettre en avant. Mais ce point de nommer les choses était très important. Ça caractérise 80% de la classe politique. Même une partie de LFI est en train de se désolidariser de Jean-Luc Mélenchon, avec M. Ruffin notamment,
et Alexis Corbière aujourd'hui sur votre On antenne, reviendra sur l'aspect politique. mais certains encore Merci. Bruno Cotresse, sombrent dans l'aveuglement. qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette allocution? Pas de oui mais, c'est aussi une grande phrase du Deux président. points principaux. D'abord, la clarté du propos du chef de l'État, et en particulier le tout début de son intervention. Effectivement, comme Jean-Philippe Moinet vient de le rappeler, il a multiplié des expressions qui toutes montraient à la fois le fait de nommer les choses telles qu'elles sont, qu'on regarde ce qui s'est passé les yeux ouverts, en parlant de massacres, de populations décimées, d'une haine meurtrière aveugle, d'un déchaînement de cruauté sans précédent. Donc de ce point de vue-là, la clarté du chef de l'État. Et après, je dirais, un très long passage à la fin de son intervention sur ce qu'il appelait le bouclier de l'unité. Et un rappel, Restons unis, il l'a rappelé plusieurs fois. voilà, Il a dit un plusieurs rappel fois. très important sur le fait que, au fond, la défense de valeurs auxquelles nous attachons beaucoup d'importance en France, mais aussi dont nous pensons qu'elles sont des valeurs qui sont des valeurs de l'universalité de l'être humain, du respect de la dignité de la personne. Ce ciment commun en France était notre bien le plus précieux. Et j'ai trouvé extrêmement intéressant cet appui sur cette idée, alors que quelques heures avant, il a réuni, il a reçu l'ensemble des formations politiques. C'était l'un des enjeux principaux de cette prise de parole. Voilà, absolument. Serge? Moi, j'aimerais installer le contexte. C'était une allocution à beaucoup de risques. D'abord parce que ce conflit, même s'il a pris une forme, vous le disiez, de barbarie, d'horreur, c'est assez inédit dans l'horreur. Mais au-delà des termes des uns et des autres, il n'y a pas que le conflit israélo-palestinien. Le risque qu'avait le président de la République, c'est qu'il est déjà non pas importé dans la violence du conflit, mais dans les fractures qu'on peut voir. Il y a la fracture politique, vous en avez parlé et on peut y revenir tout à l'heure. Mais il y a par exemple ces manifestations pro-palestiniennes qui étaient interdites, qui ont quand même pour une eu lieu. Ça, c'est un risque d'importation. Faut-il les interdire pour empêcher cette expression ou faut-il travailler autour de ceux qui les organisent pour permettre aussi cette expression? Parce que, sans parler du Hamas ou de l'État d'Israël, il y a des gens qui soutiennent le peuple palestinien et non pas le Hamas, vous avez rappelé la différence, et d'autres qui soutiennent... La grande différence. Oui, bien sûr, non, mais tout à fait. Et d'autres qui soutiennent l'État d'Israël agressé samedi de la manière dont on a déjà parlé. Donc c'est ça l'unité nationale sur laquelle le président de la République a insisté, mais c'est compliqué parce qu'il y a quand même une phrase, je posais la question tout à l'heure à Thomas Porte, mais qui peut s'adresser aux autres. N'ajoutons pas par illusion, par calcul, des fractures nationales ou internationales. Parce que au-delà de la France insoumise, qui a ses propres fractures, vous le rappeliez, pas seulement Alexis Corbière, on a vu François Ruffin hier, qui semble se départir du discours prôné par Jean-Luc Mélenchon et ses supporters. Mais il y a quand même aussi le Rassemblement national, qui est évité ce soir par le président de la République. Peut-on croire, c'est une question que je pose, à la sincérité de certaines postures? Et tout ça, c'est un danger. Mais c'était sans doute pas le but de non, mais l'allocution. il l'a quand même fait pour d'autres. Donc c'est une question qu'on peut se poser. Au fond, c'est sur la question de la nomination du Oui, terrorisme. tout à fait. Mais il n'y a pas que ça. Quand il parle d'unité nationale, il parle aussi du risque politique. Et il est de tout camp. Donc c'était la difficulté. Je pense que dans la partie, comme vous le disiez, pour nommer les choses, il a été à la hauteur. Pour le reste, c'est très compliqué parce qu'on n'est qu'au début de cette guerre aujourd'hui. Et on voit déjà que, par exemple, Marine Le Pen, et j'en finirai là-dessus, a dit à l'issue de l'allocution dans les couloirs de l'Assemblée, on est là dans une forme de bouillie, il manque l'annonce d'actes pour lutter contre le fondamentalisme islamiste sur notre territoire. Alors, ça, c'est de l'importation de ce qui se passe là-bas. Donc c'est assez risqué, mais bon, il fallait qu'il parle, ça c'est évident. Younes Belfella, vous allez nous dire ce que vous retenez de cette allocution. J'aimerais avoir quand même votre œil de spécialiste de Moyen-Orient sur cette phrase du président que j'ai aussi retenue. Pour décrire ce conflit, il dit « c'est une guerre entre le terrorisme et une nation et pas une guerre entre Israël et la Palestine ». C'est ce qu'il a dit ce soir. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Tout d'abord, j'aimerais bien confirmer que c'est une allocution qui reflète les valeurs de la République. Et ça, c'est très important. Parce que d'abord, il y a la condamnation du terrorisme, il y a un soutien à des civils israéliens, il y a un soutien à la communauté franco-israélienne qui était menacée, agressée par cet acte. Et aussi, il y a un rappel qui est très important à quelque chose que je trouve qui reflète en fin de compte la position française historique et constante par rapport au problème du Moyen-Orient,
c'est que ce conflit, il peut se terminer seulement par 2 États indépendants. Et ça, le président, il l'a mentionné d'une façon très claire, et que c'est une position, on va dire, gaulliste, on va dire, de l'histoire de la France par rapport au Moyen-Orient. Certainement, je crois que c'est un discours qui peut même aussi faire 2 choses. Premièrement, fermer la parenthèse de cette polémique politique en France. Ça fait 1 semaine qu'on voit des partis politiques qui sont en train d'importer un problème, de polariser en quelque sorte la société française. Je fais un petit rappel juridique. L'article 14 de la Constitution française détermine clairement les responsabilités de la politique étrangère. C'est le président de la République et son ministère des Affaires étrangères. Deuxièmement, un reflet sur l'international. C'est que j'aimerais bien, oui, dire que c'est une allocution qui peut créer une dynamique construisante pour une politique française au Moyen-Orient. C'est-à-dire, pour un rôle, la France est une grande nation. La France est un pays membre du Conseil, un membre permanent du Conseil de sécurité, qui a un réseau diplomatique très intéressant. Elle peut jouer vraiment un rôle très important pour la paix dans cette région. Et je crois qu'on peut, bien évidemment, parler de ça parce qu'il y a des atouts pour la France, comme il y a des intérêts stratégiques. On sait parfaitement la position française vis-à-vis du Liban. Notamment, il y avait même l'initiative présentée par le président. Et en même temps, je crois qu'il y a un effort diplomatique à faire là-dessus, parce qu'on voit qu'actuellement, effectivement, on est en train de payer, oui, certes, des frais de laxisme vis-à-vis du terrorisme, mais aussi des frais d'une certaine lâcheté diplomatique par la communauté internationale. Le désengagement américain qui a commencé avec Obama, très confirmé avec Joe Biden, parce que c'est la première fois que je vois une mobilisation du président américain au Moyen-Orient, c'était cette semaine. Donc vous êtes d'accord pour dire que c'est une lutte contre le terrorisme là aujourd'hui, et c'est pas un conflit simplement Israël-Palestine? Non, mais on sait qu'il y a un conflit, je dirais, compliqué et complexe dans cette région, dont on a échoué pendant les dernières années. Et on a vraiment négligé ce conflit parce qu'il y avait d'autres conflits qui émergent dans le monde. Mais il y a aussi un autre aspect qui est très important, c'est-à-dire même la politique, on va dire, du gouvernement israélien, principalement de Benjamin Netanyahu, a échoué parce qu'il y avait 2 principes. La primauté militaire d'Israël, ni la primauté militaire d'Israël, ni les accords de normalisation entre Israël et les pays arabes ont empêché d'arriver à ce point, d'arriver à une tragédie dont les civils qui payent actuellement, en fin de compte, cette C'est-à-dire qu'à la fois la facture. diplomatie et qu'à la fois la politique sécuritaire ont conduit à un échec total. C'est ça que vous voulez dire. Sans bien évidemment négliger le rôle, on va dire, des grandes puissances internationales. Il faut rappeler, on est en train de payer déjà un cumul historique parce qu'il y avait le désengagement britannique dans les années 30 et 40. Et là maintenant, il y a une stratégie de repli américaine qui a conduit en quelque sorte, en fin de compte, à avoir le monstre du Hamas qui est en train de grandir. Et comme je crois que c'était clair même dans les discours du président, il y a un risque de diffusion de cette guerre. Je voudrais qu'on aborde un autre sujet que vous avez déjà un peu évoqué, CH, celui des manifestations de la cause palestinienne. Il y en a eu une justement aujourd'hui, place de la République à Paris. Il y avait à peu près 3000 personnes. On va revenir sur les images de cette manifestation avec Valentine Meyer, manifestation, je le rappelle, qui était interdite. Des milliers de personnes scandent en chœur leur soutien pour la Palestine. Ils réclament des conditions de vie décentes, notamment à Gaza. Le droit à l'existence, le droit à l'eau, à l'électricité, à une vie normale. C'est la seule chose qu'on peut faire concrètement là maintenant, donc autant qu'on le fasse, voilà. 3000 personnes rassemblées, malgré l'interdiction de la manifestation, jugées susceptibles de créer des troubles à l'ordre public, selon le ministre de l'Intérieur. Une décision incompréhensible pour certains. Je ne comprends pas pourquoi on laisse aux Israéliens de laisser leur voix s'exprimer et nous qui soutenons le Palestine, non. C'est totalement injuste et on ne peut que venir manifester pour soutenir cette cause. Quelques débordements, tirs de projectiles, monuments tagués et slogans incisifs. Palestine vivra, Palestine vaincra. Les forces de l'ordre ont rapidement dispersé les manifestants à l'aide de jets d'eau et de gaz lacrymogènes. 10 personnes ont été interpellées selon la préfecture de police. Jean-Philippe Moinet, l'interdiction de ces manifestations, c'est une bonne ou une mauvaise chose selon vous? En démocratie, il s'avère que le droit de manifestation est non seulement légal, mais fondamental. Simplement, il y a des périodes de tension et l'enjeu sécuritaire intérieur français est actuel. C'est-à-dire que le président a été assez discret sur le sujet. Il a quand même mentionné les renforcements de mesures de sécurité des lieux
de culte notamment ou d'écoles pour nos compatriotes juifs, et des lieux d'ailleurs aussi pour les cultes musulmans, nous sommes dans une période où les choses peuvent basculer. On ne sait pas. Donc la sécurité prime. La sécurité peut imposer une période de retenue de certaines manifestations qui peuvent être instrumentalisées. Et je fais référence à quelque chose qui m'a personnellement choqué, qui a choqué beaucoup de gens, mais peut-être qui n'a pas fait suffisamment de débat concernant le NPA. Samedi, au moment où les corps étaient encore sous le sang des coups de couteau, l'après-midi de samedi à Paris, un communiqué du NPA, l'extrême gauche officielle, qui a pignon sur rue. On a vu les sympathiques affiches et pancartes du NPA pendant les campagnes de manifestation contre la réforme des retraites, par exemple. Et ces gentils manifestants demandaient en urgence une mobilisation, alors nommant pas le Hamas, mais au moment où le Hamas commettait son crime terroriste, demandaient des mobilisations de soutien. Donc on est dans une situation quand même où la gauche, une partie de la gauche radicale... Il y a une enquête pour apologie du terrorisme. Oui, alors il y a eu des plaintes. Faut le il y a eu des plaintes déposées, il me semble, à juste titre, parce que c'était carrément l'instrumentalisation de l'amalgame entre Hamas et le peuple palestinien. Et c'est ça qui est le problème et qui est dangereux, parce que je ne vais pas revenir sur l'analyse du Hamas, mais les connaisseurs le savent très bien, mais l'opinion publique ne le sait peut-être pas assez, qu'il y a ce danger qui touche les Palestiniens eux-mêmes, et qui est très différent d'ailleurs du côté de l'autorité palestinienne de Cisjordanie, où il n'y a pas cette emprise islamiste radicale. Mais la question, c'est est-ce donc qu'on les manifestations peuvent être dans une période de tension pour protéger nos compatriotes juifs en particulier, mais pas seulement. Est-ce qu'on peut défendre, et dans l'absolu, la cause palestinienne en France aujourd'hui? Oui, la bien question sûr. Que je pose. En des termes, dans le débat public, c'était présent sur votre antenne toute la journée, la question de la cause palestinienne, la manière de la porter. Les manifestations dans les périodes actuelles peuvent être une partie de source de dangerosité, non pas en soi, parce que beaucoup de gens de bonne foi manifestent pour la cause humanitaire, j'allais dire, des Palestiniens, mais il peut y avoir des dérapages. Et surtout l'instrumentalisation de la mise en scène du Hamas à Paris. J'introduirais peut-être deux points, non pas pour nuancer, mais évidemment, en démocratie, interdire de manifester, c'est un acte lourd. Il faut que ça soit circonstancié, il faut que ça soit temporaire, il faut que ça soit hautement motivé par des considérations supérieures de l'ordre public, que personne ne puisse être mis en danger, que personne ne puisse se sentir offensé, que la loi soit respectée. Et, bon, tout ceci, il est bon que nos institutions le rappellent. Un deuxième point, pour le débat démocratique et la vitalité démocratique, il est bon que nous ayons des controverses d'interprétation et des conflits d'interprétation sur des points fondamentaux qui est l'ordre international, la position de la France dans cet ordre international. Donc, de ce point de vue-là, qu'il y ait des controverses d'interprétation et qu'il y ait des désaccords... Je te rassure, ça continuera en France. Voilà, et qu'il y ait des désaccords sur qu'est-ce que c'est exactement que le Hamas, etc. Mais c'est un bien précieux de la démocratie que nous ne soyons pas d'accord sur des points fondamentaux. Donc, de ce point de vue-là, il est plutôt bien que ceux qui ont envie d'exprimer des opinions, s'ils respectent la loi, bien évidemment, puissent le faire. Et nos institutions sont là à la fois pour le garantir et pour garantir qu'on puisse le faire dans le respect de la loi. Donc, l'interdiction de manifester, évidemment, pour des considérations supérieures d'ordre public, pourquoi pas, mais circonstanciée, limitée et hautement motivée. Serge, est-ce qu'il y a un risque à interdire finalement aussi ces manifestations, que ça finisse pas par exploser encore? Nos deux interlocuteurs, si on met bout à bout ce qu'ils ont dit, ils ont fait le tour de la question, mais pour autant, le en même temps du président de la République, il doit se mettre en avant, c'est-à-dire qu'il a précisé qu'il avait renforcé avec le ministre de l'Intérieur les mesures de sécurité pour la communauté juive. Et en même temps, il dit, et à la limite, on a la ligne pour accepter ou pas des manifestations. Ceux qui confondent la cause palestinienne et la justification du terrorisme commettent une triple faute. Vous l'avez dit, morale, politique et stratégique. Alors c'est compliqué dans une manifestation, mais il y a quand même des organisateurs. Donc, je pense qu'il y a moyen de limiter ce risque-là. Surtout que Gérald Darmanin, il me semble, a dit que pour l'instant, autant il y avait eu déjà des actes antisémites, des insultes, bon, tout ça, c'est pris en main, et heureusement, c'est normal de protéger cette communauté. Et il dit qu'il n'y a pas d'inquiétude sur la partie, je dirais, pro-Hamas, qui est un peu
le risque que pourrait courir la France avec ces manifestations. Donc c'est très complexe. Bien sûr, il ne faut pas être dans l'angélisme et la naïveté, mais pour autant, et vous l'avez dit, M. Cotresse, interdire une manifestation, ça a été le cas récemment, sont des lignes de fracture et qui souvent ont été tranchées par des tribunaux en faveur des organisateurs des manifestations. Donc ne pas importer, ça c'est important, si j'ose dire, mais attention à ne pas provoquer ce qui n'est pas encore arrivé dans notre pays. Mais c'est très complexe. Je mentionnerai aussi les rôles des acteurs de la société civile elle-même, au-delà des autorités publiques. J'ai vu qu'à l'université de Bordeaux, la responsable ou le responsable de l'université avait souhaité, sinon annuler, en tout cas reporter l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon pour un meeting qu'il voulait faire ou une réunion. Il l'a fait ailleurs, mais ça a été interdit. Qui a été reporté, mais c'était une décision de la présidente ou du président de l'université, ce qui est un signe d'ailleurs positif sur le thème un peu de décence, enterrons les morts civils. C'était pour trouble, alors victimes du terrorisme. Public, et après, le débat pourra reprendre son cours. Et on sait qu'en France, le débat est vif et heureusement vif. Et comme l'a dit Bruno, finalement, la démocratie, c'est la manière de pacifier des controverses, qu'elles ne deviennent pas des conflits frontaux. Je voudrais qu'on aborde aussi une question qu'on n'a pas encore abordée ce soir, la question des otages. La France n'abandonne pas ses enfants, c'est ce qu'a dit le président de la République, Younes Belfella. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit la France n'abandonne pas ses enfants, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Que la France négocie avec le Hamas? C'est une grande question. De toute façon, je crois qu'il y a des négociations, pas par la France, mais il y a des négociations, ça se voit. De toute façon, il y a les Américains, il y a les Qataris, il y a les Turcs, il y a les Égyptiens. La question de dire Israël a négocié avec le Hamas, directement ou indirectement, c'était fait depuis des années, soit à travers le Qatar, soit à travers les Égyptiens. Maintenant, il y a une raison humaine qui est très importante, c'est des civils qui sont pris en otage, dont on ne sait même pas leur destin. Donc forcément, c'est la priorité normalement humanitaire doit être normalement de la communauté internationale, c'est cette question des prises en otage. Et d'ailleurs, c'est ce qui bloque en quelque sorte même l'opération militaire d'Israël, parce qu'en quelque sorte, je trouve que l'opération militaire israélienne est en train de se mettre en... Parce que ça fait 5 jours qu'on dit qu'il va y avoir une offensive terrestre, pour l'instant, elle n'a pas lieu. Oui, parce que c'est une carte de négociation pour le Hamas, ça se voit d'une façon très claire, et ça fait une grande pression, pas seulement sur l'armée israélienne, mais pour le gouvernement israélien en interne. Donc, ce qui fait que il y aura des négociations, je crois qu'il y a des contacts, et ça se voit que ça des contacts qui vont rester discrets, c'est normal, parce que vu la situation actuelle, mais certainement, je crois le débat, ça sera sur la contrepartie. La contrepartie, cette fois-ci, ça ne sera pas comme les fois précédentes, c'est-à-dire, ça ne sera pas seulement des prisonniers palestiniens en Israël, mais la contrepartie, ça sera certainement une contrepartie politique, d'accord ? Peut-être une concession, peut-être même le fait de mettre en bémol en quelque sorte l'opération militaire israélienne. Donc il faut savoir aussi que quand on négocie avec le Hamas, on est en train de négocier avec l'Iran. La présence américaine là-dessus, elle est très importante parce qu'il y a l'enjeu de l'accord nucléaire avec l'Iran et ça rentre en jeu dans cette opération. D'ailleurs, l'envoi même du navire américain et de porte-avions, c'était un message pour les Iraniens, c'est pas pour le Hamas. Il y a le risque de cette expansion, peut-être la Cisjordanie, le Hezbollah qui rentre en jeu. Hier, j'ai vu des communiqués de certains partis chiites en Irak qui misent en garde l'ingérence américaine dans cette affaire. Il y a des menaces qui sont faites aujourd'hui par les Houthis au Yémen contre Israël. Donc on voit l'envergure de cette affaire. Ce qui est certes, c'est qu'il n'y a aucune, solution, sauf la négociation pour les prises d'otages. Après, pour la question de est-ce que c'est une reconnaissance de l'affaire du Hamas en tant que parti politique ou en tant qu'une formation politique, c'est autre chose. La comparaison avec l'OLP des années 70 et 60, ça n'a rien à voir. L'OLP, il faut faire attention qu'à l'époque, Yasser Arafat avait un charisme et une présence. Yasser Arafat gouvernait Beyrouth à certains moments, influençait et faisait des guerres civiles au Liban, le septembre noir en 70 au Jordanie. Actuellement, le Hamas, c'est un pion, c'est un proxy politique de l'Iran dans la région. Et donc, la négociation avec le Hamas veut dire une grande négociation à grande envergure avec l'Iran. Oui, tout est mis en œuvre, a dit le président de la République, pour tenter de sauver des otages. Alors, il y a tout dans le domaine des canaux diplomatiques et non diplomatiques. Oui. Vers différents pays, il en a cité quelques-uns. Il y a aussi tout est mis en œuvre en matière de renseignement.
qu'évidemment, le président n'a pas évoqué, sachant que la France a quelques, peut-être, canaux de renseignement particuliers qui peuvent compléter ceux des alliés d'Israël et d'Israël lui-même dans la zone pour localiser éventuellement. C'est un enjeu, d'ailleurs, qui n'a pas été évoqué dans le débat public et médiatique, de l'arrêt d'électricité. Des villes dans le noir, c'est évidemment beaucoup plus facile pour certaines infiltrations de services spécialisés dans le renseignement venant d'Israël ou d'autres pays. Et le sujet qui est celui de l'intervention terrestre, qui a été évoqué pour Tsahal, c'est aussi de savoir, non pas si les experts le disent aujourd'hui, non pas de savoir s'ils vont ou pas le faire en fonction des otages, parce que l'amplitude de la violence et du crime qui a eu lieu terroriste fait que une opération va avoir lieu. Et donc, ce n'est pas de question de savoir si elle aura lieu ou pas, c'est quand et comment. Comment va-t-elle se procéder, dans quelle zone va y avoir les premières entrées de blindés et de fantassins de l'armée israélienne. Et donc, les otages, malheureusement, sont moins un enjeu d'intensité que dans des crises historiques précédentes. Bruno Cotterêts sur les otages, un mot. Le chef de l'État, de ce point de vue-là, a eu des paroles, une mission très difficile pour lui. Hein. Il y a eu des appels aujourd'hui des familles, donc mission très difficile pour le chef de l'État. Il lui incombait d'abord de nous informer de la situation. Il a donné des chiffres, 13 Français morts, plus grande perte française depuis l'attentat à Nice. 17 qui sont portés disparus ou peut-être otages. Donc il avait déjà à nous informer. Et puis on se doute que la négociation ne se fait pas à ciel ouvert. Bien évidemment, comme toujours. On se doute que le Quai d'Orsay, on se doute que nos services sont à l'œuvre, bien évidemment. Par contre, personne ne peut dire exactement ce qui se trame, ce qui se négocie. En revanche, pour le chef de l'État, montrer fortement à la population française que ça lui tient à cœur, qu'on ne laisse pas tomber, c'était vraiment une parole de fraternité très importante, très importante. C'est une base du pacte national qui nous unit, de la fraternité. Le mot de la fin, Serge. C'était aussi l'une des pistes qu'évoquait l'Élysée pour cette allocution. C'était aussi parce que il fallait parler aux Français. Vous l'avez dit, il y a eu une conférence de presse de familles dont on ne sait pas si certains sont otages, disparus, voire hélas tués. Mais par exemple, l'Élysée, juste avant l'allocution du président de la République, nous a rappelé qui le président avait appelé. Et il a appelé effectivement, j'allais dire la terre entière, mais en tout cas ceux qui peuvent avoir un rôle à jouer, pas simplement pour les otages, mais aussi pour le conflit. Alors, je cite pas tout le monde, mais rapidement. Bon, ici, le président de l'État d'Israël, le Premier ministre Netanyahou, Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, Premier ministre libanais, égyptien, le roi de Jordanie, le président des Émirats arabes unis, le prince héritier d'Arabie saoudite, l'émir du Qatar, j'en passe quelques-uns, et bien sûr tous les partenaires européens. Le Qatar. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais c'est pour ça que je dis, il y a les otages, mais il y a aussi le conflit en tant que tel. Mais pour autant, la question que vous posiez tout à l'heure sur va-t-on négocier avec le Hamas, c'est là où on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut nommer les choses. Mais là, on ne le saura pas forcément de manière officielle, mais c'est un passage obligé. Parce que toutes les opinions publiques, et là, elles sont nombreuses, puisqu'il y a des otages de plusieurs pays qui sont concernés, des morts aussi, mais des otages. Et là, si toutes les opinions publiques se retrouvent à se retourner contre leurs propres dirigeants, là, c'est une autre façon d'importer un conflit. Et espérons d'abord pour les otages et pour les familles qu'on en arrivera à une issue favorable. Mais c'est un enjeu au-delà même du conflit israélo-palestinien. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion ce soir.